Mon intervenant et mon conférencier est Pierre-David Vignol. Pierre-David Vignol qui est avocat au Chemin Moderne et qui va nous parler du monde du travail confronté aux infradroits de l'innovation. Est-ce un espace juridique instable? Alors pour la petite anecdote, ce midi, il y a eu l'intervention de Jean-Pierre Pernaut lors du déjeuner qui était diffusée en direct sur Facebook et on vient d'apprendre que le signal nous avait été coupé par Facebook puisqu'il s'agissait d'une personnalité et qu'on ne pouvait pas diffuser d'image d'une personnalité. Et personne ne le savait, sauf qui? Pierre-David Vignol, qui est avocat spécialisé et qui va intervenir tout de suite sur le monde du travail confronté aux infradroits. Pierre-David, avant de commencer sur la thématique, est-ce que tu peux nous expliquer tes missions, tes fonctions, avocat, mais le Chemin Moderne, qu'est-ce que c'est conceptuellement même? Alors, le Chemin Moderne, c'est un cabinet d'avocats sur Amiens et Versailles. On est un cabinet d'affaires qui intervient principalement sur les problématiques de droit des nouvelles technologies, droit du numérique, propriété intellectuelle. Et à cette occasion, on adresse aussi des problèmes en droit des sociétés ou en droit social qui sont liés à des questions numériques. Très bien. Alors, le sujet de notre conférence, je le rappelle, le monde du travail confronté aux infradroits d'innovation, espace juridique instable. Ça recèle quelque chose de mystérieux pour le néophyte, comme moi. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous expliquer? Alors, le thème de la conférence a été pensé au regard des contentieux nombreux pour lesquels on est saisi, ayant trait à l'usage des nouvelles technologies au sein des entreprises. Les règlements intérieurs, les chartes informatiques, le télétravail, les sanctions, le licenciement. Le numérique est vraiment au cœur des relations de travail. Et bien souvent, l'on s'aperçoit que les parties prenantes, que ce soit les salariés, les employeurs et même les juges, ne sont pas nécessairement au fait des outils numériques et qui sont source de litiges au sein de l'entreprise. Hein, ils ne sont pas au courant des conditions générales qui s'appliquent à ces outils. Typiquement, là, on parlait de Facebook. Eh bien, vous découvrez l'une des nombreuses lignes des conditions générales de Facebook, de leur potentialité. Et on a des exemples comme ça, effectivement, des outils numériques qui permettent d'aller très loin dans le pistage des salariés, par exemple, mais aussi de leurs limites. Hein. Il n'est pas rare d'entendre un avocat général de cour d'appel vous dire que, eh bien, pour transférer des données au sein d'une entreprise, il n'y a rien de plus sécurisé qu'une clé USB. Donc le chemin à parcourir en matière d'acculturation du numérique dans l'entreprise reste encore important. Et on peut même dire que la loi elle-même, parfois, n'apporte pas de réponse satisfaisante à ces outils. Et la vraie question vis-à-vis de la loi et des outils numériques, ce n'est pas... En fait, on vient souvent nous voir en nous disant mais voilà, j'ai tel outil numérique à mettre en place dans mon entreprise, comment faut-il pour que je me conforme à la loi? Alors malheureusement, je pense que ce n'est pas les innovations qui doivent... comment dire? Les innovations doivent se conformer à la loi, mais les innovations, elles ont toujours bouleversé les cadres existants et elles obligent les réglementations à s'adapter. Et la réglementation ne doit pas constituer un frein à l'innovation en matière de gestion des ressources humaines. Ok. Alors, si je comprends bien, le droit est très souvent en retard sur les innovations dans l'entreprise, puisqu'on est là sur un salon business. Alors, quelles règles s'appliquent à ces innovations ? Alors, les nouvelles technologies sont, comme on l'a dit, de plus en plus présentes dans le monde du travail et elles entraînent un ensemble de sous-règles qui échappent au droit du travail traditionnel. Les infradroits réunissent toutes ces réglementations qui envahissent le monde du travail. Les conditions générales d'utilisation, les licences logicielles, les chartes informatiques, les politiques de sécurité, les politiques de confidentialité qu'on voit sur Internet et même les architectures des systèmes d'information constituent tous ces infradroits. Et ces infradroits, ils dessaisissent les pouvoirs publics, les organisations syndicales, les employeurs par une externalisation de la norme. Et même les algorithmes, on peut dire qu'ils tendent à devenir des infradroits qui, cette fois, imposent des moyens de fonctionnement, des comportements dans l'entreprise par ceux qui les écrivent. Celui qui écrit les logiciels, qui écrit les lignes de code, a une réelle influence pour produire une norme au sein de l'entreprise. Pour autant, ces technologies sont indispensables car elles permettent de répondre dans des délais compatibles aux enjeux sociétaux et économiques auxquels les parties prenantes de l'entreprise doivent faire face. En tout cas,
plus vite que les sources traditionnelles de production du droit. Et la question qu'on peut se penser, c'est ces infradroits, quelle qualité offrent-ils en termes de normalisation? Alors, on a eu un exemple avec le télétravail. Nous, on pensait que le télétravail était une pratique très encadrée par le législateur et par les partenaires sociaux. Or, on a bien vu depuis 2 ans avec le recours massif au télétravail que le cadre était insuffisant et qu'il a fallu réadapter ce cadre, ce qui a conduit notamment l'année dernière à ce que soit adopté un nouvel accord national interprofessionnel sur le télétravail. Alors, les débats qui animent la question de savoir comment réguler l'intelligence artificielle aujourd'hui sont aussi tout à fait éclairants à cet égard. On a recensé plus de 200 textes éthiques à ce sujet. Et la CNIL conclut que, effectivement, ces textes éthiques doivent servir comme une éclaireuse du droit. Ok. Alors, concernant justement l'intelligence artificielle dans l'entreprise, on sait qu'on en est vraiment aux prémices et que beaucoup de collaborateurs et d'employeurs s'interrogent sur la place qu'elle doit prendre dans l'entreprise. Alors c'est vrai, l'intelligence artificielle peut potentiellement remplir de plus en plus de tâches réalisées par les salariés et dans tous les secteurs. Dans l'industrie, les contrôles qualité peuvent aujourd'hui être faits par des systèmes d'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Dans le tertiaire, certaines activités comptables ou juridiques peuvent être facilement automatisées par des systèmes d'intelligence artificielle. Et ainsi, IBM, dès 2016, a développé une intelligence artificielle qui s'appelle Watson. Et donc, c'est le premier avocat virtuel à qui on confie des tâches qui sont assez simples, faire des recherches de jurisprudence. Mais même au-delà de ça, on a déjà des systèmes juridiques qui nous permettent de faire des analyses. Si vous paramétrez bien certains outils comme Predictis, eh bien, vous rentrez certains paramètres et ça vous sort les chances que vous avez de gagner un procès ou les dommages et intérêts que vous pouvez réclamer. Donc ça va déjà très loin. Et puis on peut encore citer les débats actuels qui animent le microcosme en droit des brevets à travers le monde avec la première IA qui a inventé un brevet et qui est prénommé Dabus. Alors, cette dernière innovation est tout à fait intéressante car l'on peut se demander si dans l'avenir, même la fonction de recherche dans l'entreprise pourra être confiée à une intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, l'Office des brevets sud-africain a accepté le brevet, alors que de nombreux autres offices, comme l'Office américain récemment, ont refusé la qualité d'inventeur à cette intelligence artificielle Dabus. La raison, eh bien, c'est que dans les conventions internationales sur le brevet, la qualité d'inventaire n'est reconnue qu'à une personne physique. Et donc, effectivement, on ne reconnaît pas la qualité d'inventeur à une personne morale et encore moins à une intelligence artificielle. Alors, pour la petite histoire, puisqu'on parle quand même des infradroits, il faut savoir que cette convention internationale sur le brevet, elle date quand même de 1881. Donc on voit bien qu'il y a quand même, le droit est en retard et que manifestement il est temps de faire évoluer le droit sur certains points qui sont quand même importants. Et donc voilà, c'est bien le droit, c'est bien les bouleversements technologiques qui remettent en cause la législation, et c'est pas parce que ces législations sont mal faites, mais c'est parce qu'elles sont inadaptées aux évolutions technologiques dans l'entreprise. Très bien, mais la loi qui est là aussi pour protéger les salariés, mais aussi les employeurs, si l'évolution des technologies nous fait sortir du cadre, ça veut dire qu'il y a des risques nouveaux à prendre en compte dans cette loi? Alors, peut-être pas. Comme toute révolution industrielle, on se rend compte que les problèmes de fond à régler restent toujours à peu près les mêmes. Ces risques résident essentiellement dans une possible atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. L'utilisation des systèmes algorithmiques assortis de capacités de collecte automatisée de données, d'analyse, de décision, d'optimisation ou d'apprentissage automatique peut avoir des conséquences négatives sur l'exercice, la jouissance et la protection de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En effet, dans ces applications même quotidiennes, l'intelligence artificielle qui recourt à des algorithmes d'apprentissage requiert l'exploitation de données en quantité importante. Et cette exploitation est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Par ailleurs, le stockage d'un volume important et varié de données et son traitement n'est pas sans risque pour les libertés individuelles et politiques. Alors, l'exploitation de ces données et plus généralement la conception des systèmes d'intelligence artificielle peut introduire des biais de nature sexiste, raciale, religieuse ou sociale, contraires au principe de non-discrimination. Et puis enfin, le caractère opaque que l'on peut nommer d'effet boîte noire des processus mis en œuvre pour conduire une décision qui sera opposée au final à une personne, rend difficile pour celle-ci l'exercice d'un recours juridictionnel, par exemple, et restreint notamment son droit à un procès équitable. Alors ce risque est accru lorsque des dommages sont causés par des produits à l'occasion d'une prestation de service utilisant de l'intelligence artificielle. Dans la gestion des ressources humaines, on les connaît, c'est notamment en matière d'aide au recrutement, de la gestion des carrières ou encore d'appréhender le comportement des salariés au sein de l'entreprise, que ce soit par le biais de l'absentéisme, le risque de départ ou la détection des risques psychosociaux. Et chose qui est intéressante à noter, c'est que quand on parle d'aide au recrutement, de gestion, certes, on a un corpus législatif dans le Code du travail, mais on se rend compte que dès lors qu'on parle de ces technologies qui permettent de réaliser ces activités, eh bien, elles ne sont pas véritablement traitées et pour ainsi dire, on pourrait dire que la seule institution, l'une des seules institutions qui se préoccupe de ces technologies dans le monde du travail, eh bien, ça reste encore la CNIL ou alors le défenseur des droits. Très bien. Alors, au final, si je comprends bien, je m'arrête si je ne comprends pas bien, mais si je comprends bien, l'innovation dans l'entreprise, elle a quelque chose d'insaisissable par la loi. Et pourtant, les salariés et les entreprises ont besoin de confiance réciproque et la réglementation est là pour ça. Alors, comment on va réglementer l'innovation dans ce cas? Alors, c'est là tout le problème. L'instabilité des infradroits que les pouvoirs publics doivent pouvoir intégrer dans la conception de la loi. Il faut générer une forme de droit souple, qui définit un terrain de jeu suffisamment large pour les entreprises en fixant des limites pour préserver les droits des salariés notamment. C'est un peu comme un terrain de foot. L'aire de jeu est délimitée et dans cette aire de jeu, on peut créer du jeu en respectant certaines règles simples, à part le hors-jeu. Donc le travers de la réglementation est certainement de vouloir parfois aller trop dans le détail, car de ce fait-là, elle en devient inefficace et même inhibitrice, puisque effectivement les gens hésitent à mettre en place certains systèmes. Concrètement, la régulation d'une technologie suppose d'abord que les risques qui lui soient associés soient identifiés et il faut identifier les activités qui vont être impactées dans l'entreprise. Si on prend l'exemple des exosquelettes dans les métiers de l'artisanat ou du BTP, les exosquelettes présentent a priori que des avantages dans la prévention de la santé et de la sécurité au travail. Ils permettent en particulier de lutter efficacement contre les troubles musculo-squelettiques. Or, les exosquelettes ne permettent pas nécessairement de lutter contre tous les TMS, car les TMS sont le fruit de facteurs variés, répétitivité des gestes, posture contraignante, effort, stress, organisation du travail et climat social. Ainsi, les exosquelettes ne contribuent pas nécessairement à réduire la répétitivité des gestes. Ils peuvent aussi déplacer les contraintes sur d'autres parties du corps. Donc c'est à partir de ces constats, de ces études d'impact, que l'on peut envisager une régulation. Et la première étape est celle de l'instauration, je pense, d'une soft law, d'un droit souple au travers de lignes directrices, de codes interprofessionnels, de cadres ou standards éthiques. Il s'agit de redonner du pouvoir aux acteurs de l'innovation en les incitant à l'autorégulation dans le cadre éthique prédéfini. Et donc, à l'instar de ce que préconise la Commission européenne en matière d'intelligence artificielle pour la réglementation de l'intelligence artificielle, ce droit souple devrait se conformer à quelques principes simples en matière sociale.
respect de l'autonomie humaine, prévention de toute atteinte, équité et explicabilité. Ça se concrétise par 7 exigences essentielles pour générer un cadre de confiance. Tout d'abord, action humaine et contrôle humain. Deuxièmement, robustesse technique et sécurité. Ensuite, respect de la vie privée et gouvernance des données. Transparence, diversité, non-discrimination, équité et bien-être social et environnemental. Et puis enfin, évidemment, les questions de responsabilité. Donc le droit souple est une façon, à mon sens, pour les pouvoirs publics de reprendre la main sur les infradroits de l'innovation. C'est ce qu'on appelle une approche bottom-up ou de compliance active que nous appliquons régulièrement avec nos clients lorsqu'il s'agit d'intégrer dans l'entreprise des innovations importantes. Et au-delà de la simple légalité, il faut garder à l'esprit que les collaborateurs dans l'entreprise aujourd'hui sont en droit d'exiger une certaine redevabilité, une certaine transparence et un comportement éthique de l'entreprise. Très bien, eh bien merci Pierre-David pour cette conférence. C'était très très technique, mais tu as quand même assez bien ouvert le sujet et bien évangélisé pour les néophytes comme je peux l'être. Ouh, j'ai failli faire tomber l'estrade. Les 2 questions que j'ai à te poser pour terminer. La première, où est-ce qu'on peut te trouver sur le salon pour plus d'informations et prendre les contacts? Et le cabinet à Amiens, où est-ce qu'il se situe? Alors, sur le salon, le stand est le A38. Vous pouvez venir et passer, effectivement, on vous accueillera avec plaisir. Et à Amiens, nous sommes situés 61 Mail Albert Ier. Et puis à Versailles, rue des États Généraux. Et puis on a notre site internet qui est disponible et surtout je vous invite à passer sur le stand parce que nous lançons une campagne de communication assez importante et vous êtes invités à donner votre avis sur cette campagne de communication et les différents supports qu'on anticipe d'utiliser. Très bien, donc A38, le stand A38 c'est maintenant et jusqu'à ce soir. Mail Albert Ier si on veut te rencontrer sur Amiens et sur Versailles, tu as donné l'adresse mais je pense que les internautes qui nous suivent l'ont retenu. Merci beaucoup pour la richesse de ton intervention Pierre-David. Merci.